Bonsoir à vous tous, bonjour. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce direct. Je vais vous prier de partager au maximum cette séance. Qui s'adresse aussi bien aux collègues de l'enseignement supérieur qu'à ceux du secondaire et aux décideurs politiques, administratifs, économiques et autres. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon et que on peut commencer déjà cette réflexion qui porte sur la situation que traversent les universitaires actuellement dans notre pays et sur les sujets d'actualité d'intérêt général. Je vais vous prier d'être attentifs aux éléments mobilisés pour justifier ma posture. Je crois que vous voyez, nous sommes déjà quand même suffisamment nombreux. Oui, bonjour Armand, bonjour. Tout est bon, très bien, je suis rassuré. Alors, mesdames et messieurs, le pays traverse des situations très délicates. Alors, voilà, le son est bon, très bien. Fungai, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que l'image, ça passe alors? Parce que là, je veux m'assurer que l'image aussi est bon, et que tout est bon au niveau de l'image, au niveau du son, c'est bon. Je peux donc commencer. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à ce direct. Oui, très bien, merci. Le son est bon, très bien. Mesdames et messieurs, je dois d'abord préciser un point. Il y a beaucoup de désinformation dans les réseaux sociaux. J'ai appris que des gens auraient publié des choses sur moi qui traiteraient des hommes politiques, de Cabral Libi, qui traiteraient de Bruno Bijan, et ainsi de suite. Non, non, je dois rassurer tout le monde. Je reste constant dans ma position. J'ai demandé que ce que Bruno Bijan a fait ne justifiait pas son incarcération et j'ai dû me déplacer jusqu'au tribunal militaire et ailleurs dans les hautes sphères de la société où il décide du sort des gens pour leur dire que ce serait maladroit, ce serait proprement malsain, satanique de l'emprisonner. Donc je reste constant. Donc les gens qui fabriquent les captures d'écran à mon sujet par rapport à mon soutien à Bruno Bijan qui est constant, je voudrais vraiment leur dire, les prier de se raviser et de se concentrer à ce qui est prioritaire. Voilà, nous avons déjà, voilà, très bien, nous sommes déjà à 120 internautes. Je parle d'abord aux enseignants du supérieur. Depuis plusieurs semaines, donc je parlais d'abord de ce cas, de la situation de la prime. Je m'adresserai donc à mes collègues pour vous rassurer. Je suis toujours prof à l'université Yaoundé 1. Le recteur Soso ne pourra pas me l'enlever ce titre. Lui qui est déjà en retraite, donc on ne parle pas de ça. Je vous rassure, en dehors du président Paul Biya, personne d'autre, et le président qui va venir après, personne d'autre ne peut m'enlever dans les textes. Suivant les textes en vigueur, ne peut m'enlever le statut de prof d'université. C'est pourquoi je parle nyangalement dans mon bureau. Je ne me soucie pas de ce que Soso peut penser. Donc, cela dit, le tribunal administratif va statuer sur ça et nous aurons une solution le plus tôt pour que je retrouve mes cours, mes étudiants à temps plein. Alors, cela dit, depuis quelques semaines, nous vivons une situation délicate, très difficile au niveau des enseignants du supérieur. J'ai décidé de leur parler d'abord à eux avant de m'agresser à l'élite qui gouverne ce pays.
avec les dénonciations que je vais faire à la fin. La première chose que je dois faire, c'est que lorsqu'on regarde bien la situation des collègues, la question de la prime de la modernisation qui est l'élément central qui cristallise toutes les convoitises et toutes les colères des enseignants. La prime de modernisation a été instituée il y a quelques années pour essayer de rattraper le déficit, le déficit qu'il y a. Parce que nous sommes les enseignants du supérieur, du moins en Afrique centrale, dans la sous-région, les plus mal payés. Donc, on a trouvé cette astuce pour équilibrer un peu et ça ne résout même pas le problème encore. Je vais donc m'adresser à eux en montrant effectivement, certes, la nécessité de satisfaire les revendications qui sont les nôtres, c'est-à-dire le paiement de la prime, mais de voir la réalité de notre action en tant qu'enseignant du supérieur, en tant qu'universitaire, notre rôle dans ce pays. Je dis donc que, 1, nous sommes en droit d'attendre le paiement de la prime, qui a du retard. Je crois on doit quand même être honnête. Depuis quelque temps, on a eu même la prime en avance. Donc, je ne suis pas mandaté par le ministère, je ne suis pas mandaté par qui que ce soit, mais je joue mon rôle qu'on m'a attribué il y a cela quelques années. Le secrétaire général Ntopi, qui m'a accordé le devoir, la responsabilité de m'exprimer au nom du SINES dans les moments les plus délicats comme celui-ci. Alors, je dois mettre quand même les points sur les i. La première chose, donc, c'est ça. On revendique le paiement de nos arriérés, bon, pas des arriérés, de notre prime de modernisation. Bien évidemment, au niveau du ministère où je suis allé, au niveau des finances où je suis allé jusqu'à contacter certaines personnes à la présidence qui m'ont expliqué la réalité du fonctionnement de ce pays actuellement. Cette tension de trésorerie ne s'applique, dit-on, non, s'impose, je vais éviter d'être dans la polémique, s'impose vu la sécheresse que connaîtrait, il faut prendre ça au conditionnel, connaîtrait les caisses de l'État. Suivant le principe de l'uniformité des caisses, l'unicité des caisses de l'État, on se retrouve à arrêter des priorités qui ne sont pas, comme d'habitude, les priorités de l'enseignement, les priorités de l'éducation, les priorités de l'enseignant. Alors, il faut critiquer à ce niveau-là, certes. Critiquer et dire fermement que ce qui se passe dans le pays, les priorités qui sont dans le pays, dont on dit qu'il faut préserver, privilégier l'armée, privilégier la sécurité nationale, privilégier la paix sociale. Cette paix ne doit pas seulement se passer à travers le sacrifice des priorités qui sont celles de l'éducation. Or, et là, je donne d'abord quitus à mes collègues. Je leur donne cette raison, en ce sens qu'ils doivent revendiquer. Puisque depuis 3 ans, 4 ans, que nous parlons, que nous dénonçons cette guerre au niveau du Nozo et du sud-ouest et du nord-ouest, le régime est resté ferme dans la logique de combattre nos frères qui sont au nord-ouest et au sud-ouest. On n'a pas cherché à soi une véritable solution pacifique pour qu'on puisse avoir une réconciliation. On a privilégié les armes. Et actuellement, je dois vous dire, et les informations que j'ai glanées à un haut niveau, au sommet de l'État, c'est que par semaine, il y a au moins 1 milliard qui est dépensé pour aller tuer les gens, pour entretenir l'industrie des cadavres au nord et au sud-ouest. Entre-temps, vous-même, vous savez ce qui se passe. Quant à la misère que vivent les enseignants. Et je vais mettre un bémol tout à l'heure où je vais montrer effectivement que nous, peut-être, nous sommes même des... Que dire? Nous sommes privilégiés même en un sens. Parce que lorsqu'ils voient ce qui se passe, la souffrance qu'endurent les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire,
il faut peut-être qu'on dise que nous, peut-être ça passe encore. Alors, on est en droit de revendiquer cela. Mais ce n'est pas le fait, quand j'analyse la situation froidement, ce n'est pas le fait des gens qui payent la prime de la modernisation au ministère, ce n'est pas le fait du ministre de l'enseignement supérieur, le ministère Minesup, ce n'est pas aussi, on va même dire plus loin, ce n'est pas aussi la responsabilité peut-être du ministre des Finances. Mais au fond, ce qui couvre dans ce pays, c'est que le président de la République a décidé des priorités autres que ce qui peut développer ce pays, ce qui peut sauver ce pays. D'où la nécessité de réformer le système, le logiciel de ce gouvernement. On ne peut pas consacrer des si colossales sommes pour aller tuer les gens au nord-ouest et sud-ouest et laisser les enseignants dans cet état de précarité, dans cet état de clochardisation qui ne dit plus son nom. Regardez par exemple, vous l'avez certainement suivi. Vous avez certainement suivi cet audio d'un des collègues du secondaire. Il faut que vous suiviez ça pour que vous compreniez jusqu'où ce régime ne comprend pas les priorités que pourrait avoir un pays qui veut se développer. Alors, écoutez donc ce collègue. Je vais revenir à mes collègues du supérieur. Écoutez donc, j'espère que certains ont déjà vu cette vidéo, mais il faut la remettre parce qu'on dit que la répétition est la mère des séances. Écoutez ce collègue qui reçoit ce qu'il reçoit en termes de primes de rendement par trimestre ou bien par... Bonjour la famille. Après avoir passé 1 heure dans la file d'attente, après avoir été obligé de signer une demi-dizaine de fois, après avoir été obligé de plonger mon doigt dans l'encrier rouge, Paul Biya Inalo va me remettre 5250 francs. Les primes de rendement trimestrielles. 5250 de primes de rendement trimestrielles. Un enseignant. Je suis Plec, professeur de lycée d'enseignement secondaire général. Bac plus 5 années d'études approfondies en mathématiques. Voilà ce que Paul Biya Inalo va me remettre après 4 mois de travail. 4 mois de temps. 5250. Voilà ma prime de rendement. Paul Biya Inalo, personne, mais alors personne, ne peut faire pire que vous en termes de mépris à l'égard des enseignants. Je suis par ailleurs professeur titulaire d'une classe qui reçoit 5250 de prix après 4 mois de travail. Et en plus, Paul Biya, vous rappelle, il est fils de catéchiste, c'est-à-dire fils d'enseignant. Mais personne ne pourra faire pire que Biya en termes de mépris à l'égard des enseignants. Voilà un collègue qui reçoit 5250 après chaque 4 mois. Je dois rappeler ici qu'un professeur titulaire, ce qu'on appelle professeur titulaire chez nous, a comme prime trimestrielle 1,60 000, je sais pas, ou 80 000, je ne sais pas très bien. Un maître de conférence a 800 et plus. Nous autres, les chargés de cours, avons 600, je crois 680. Les assistants ont 380 quelque chose. Voilà les réalités de ce pays. Ça dit que déjà à notre niveau, on se plaint. Mais imaginez donc au niveau de ces collègues du secondaire qui ont 5200 francs chaque 4 mois. Je mobilise cette remarque pour faire comprendre le niveau de cynisme de ce régime par rapport à l'enseignant en général. Parce que lorsque on va se plaindre qu'on ne nous a pas payé la prime trimestrielle, oui, c'est bien logique, c'est bien normal. Mais est-ce que nous autres aussi pensons à ces autres? Quelle est la solidarité que nous avons créée en tant que leader, prof d'université, pour qu'il y ait une sorte de revalorisation générale
des primes de rendement, des primes trimestrielles, des allocations diverses au niveau et de la maternelle et du primaire et du secondaire. Alors, vous voyez donc que la question qui se pose là, c'est que le système a divisé les enseignants. Ils nous ont divisé au point où on reste dans nos petits égoïsmes, notre petit confort. Lorsque nous avons pris sur nous de dénoncer, des milliers de collègues nous ont suivis, certes, mais aussi des milliers d'autres, peut-être l'écrasante majorité, est restée calfeutrée, coincée dans les cuisines de leurs femmes, en train de préserver seulement leurs petits intérêts, en train d'attendre, supplier les élites de leur localité pour avoir les nominations. Voilà la réalité. On ne peut donc pas espérer résoudre le problème de la prime parce que non seulement le pays est en total abandon, parce qu'il n'y a pas de gouvernant. On ne gouverne pas ce pays. Les gens sont dans la jouissance des avantages de toute nature, comme ils aiment bien le dire, qui sont prévus ou bien imposés par leur charge. Alors, par rapport à cette prime trimestrielle du chef de l'État, je vais être un peu dur envers nous-mêmes. Vous savez, la prime, c'est pour promouvoir la recherche, la modernisation de la recherche, comme on a intitulé. Mais vous allez vous rendre compte que combien de gens utilisent cette prime pour les besoins de la transformation, de la modernisation de la recherche. On va aller plus loin. Lorsque le gouvernement institue cette prime, est-ce pour développer vraiment la recherche? Non. Lorsqu'ils instituent cette prime, c'est pour faire diversion. C'est pour tenir l'enseignant. Le tenir en laisse pour qu'il ne pense même plus développer son esprit à l'inventivité. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, pour moi, cette prime doit être supprimée. Cette prime trimestrielle doit être supprimée et le système doit être revu de fond en comble pour que le mérite s'installe. Je suis un peu peut-être excessif, vous allez me le dire. Je suis un peu excessif, certes, mais lorsqu'on voit le nombre de thèses, de doctorats qui sont, et le nombre de scandales qui entourent ces publications, ces soutenances de thèses, vous avez vu dernièrement, le ministère a dû arrêter l'inscription en thèse parce que l'affaire de thèse, maintenant, c'est l'affaire du gombo, de l'argent. Donc, au point où les étudiants eux-mêmes doivent, les souteneurs, les thésards, doivent eux-mêmes financer leur recherche, la soutenance de leur thèse, et même leur recherche. Vous voyez, on a donc créé des circuits de corruption au cœur du système en clochardisant l'enseignant avec cette petite pitance qu'on appelle la prime trimestrielle. Combien de... Et là, ça interroge même notre responsabilité. Nous sommes complices de crimes. Pourquoi je le dis? Nous sommes complices de crimes, nous, enseignants du supérieur, parce que, d'une part, on met un peu de côté la question de la gestion de la recherche au niveau vraiment politique, au niveau ministériel. À notre niveau, combien de thèses donnent lieu à des brevets, à des spin-offs, quelque chose qui a du sens? Et lorsqu'on parle de recherche, on doit avoir un résultat de recherche qui est valorisé. Valoriser, c'est vrai, on va dire que non, il n'y a pas de structure qui encourage cela au niveau politique. Mais quel rendement faisons-nous au point où on valorise cette recherche-là? Au point où le minimum qui est donné, c'est effectivement à la publication d'articles vraiment de référence, des textes vraiment de référence. On voit, par exemple, dans mon domaine, la philosophie, on voit parfois certains collègues qui sont obligés de se réunir là, 2, 3 personnes, ils fabriquent des petits trucs là, ils écrivent des petits 10, 20 paragraphes là, ils sortent un petit truc, ils se mettent ensemble, ils publient, c'est leur livre, ils attendent seulement pour le changement de graphe. C'est pas ça la recherche. Ce n'est pas ça un professeur d'université. Et on voit ces gens qui, lorsque des sujets majeurs de société sont mis sur la table, ils se calfeutrent chez eux, ils se réduisent à des simples spectateurs. Mais la recherche, l'universitaire, l'enseignant, c'est la vitrine, c'est la lumière de la société. Alors,
Lorsque on voit par hasard, par ailleurs, des profs d'université, ce n'est même pas un hasard, des profs, vraiment qu'on appelle profs au Sénégal, dans certains autres pays, qui prennent position sur l'évolution de la politique de la politique nationale. Ce n'est pas seulement parce que eux n'ont pas peur de voir, parce qu'ils ne veulent pas voir leurs enfants grandir. C'est parce que l'universitaire, il est le responsable premier du bon fonctionnement d'un pays. Le fait seulement de revendiquer nos primes, uniquement nos primes, sans s'investir dans la société. Or, nous-mêmes, nous savons que l'enseignant d'université a 3 fonctions, a 3 responsabilités: l'enseignement, la recherche et l'appui au développement. L'appui au développement, ce n'est pas seulement que tu prends la prime et tu vas seulement la mettre et tu commences à faire les petites grèves lorsque la prime est en retard. Non. La responsabilité d'un enseignant d'université, c'est de prendre position. Si nos enseignants d'université, si nos profs d'université, les gros titres qu'ils ont, les agrégés et autres, avaient eu le souci de ce pays, avaient eu le souci de jouer leur rôle de lumière de la société, ces administrateurs civils qui font n'importe quoi, ils se permettent maintenant de suspendre les salaires des collègues du secondaire et d'envenimer la situation, ils n'auraient pas le pouvoir, la morgue suffisante pour le faire. Nous avons été nous-mêmes au cœur de l'abrutissement de cette société et nous devons en payer le prix. Non, on ne peut pas attendre la prime semestrielle, la prime trimestrielle, sans et organiser les grèves. Ça, c'est infantiliser même la recherche, le chercheur. On fait la grève uniquement parce que la prime est en retard. Non, non, messieurs, retournez au travail. Retournez au travail. Retournons au travail parce que on ne peut pas. Déjà même que vous êtes injuste envers vous-même. Le CINES, auquel j'appartiens, malheureusement, a pris sur lui de n'organiser les grèves que lorsque la prime est en retard. Vous voyez jusqu'où nous sommes des universitaires alimentaires. Des universitaires alimentaires. Et on s'attend à quel respect? Vous savez, ou bien vous l'ignorez, pour certains, le développement de ce pays est d'abord et avant tout l'affaire des universitaires. Et là, je peux vous comprendre, je peux nous comprendre. C'est-à-dire que pour que ça arrive véritablement, il faut un leadership. Et ce leadership manque à ce pays actuellement. Le président Ahidjo avait conçu le développement de ce pays autour de l'université. J'en veux pour preuve. J'en veux pour preuve. J'aime bien avoir mon gros document ici. Un document. Il y avait, le président Ahidjo avait publié un décret, sorti un décret. Le décret numéro 114-358 du 17 avril 1974 portant création du Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique qui a été revu plus tard en 99 à partir du décret numéro 99-201 du 17 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement du Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique. En fait, bien juste recyclé. Ces textes, en général, dans l'esprit du président Ahidjo, c'était pour organiser le pays, faire démarrer faire promouvoir le développement du pays à travers du pôle universitaire de la recherche, de l'invention. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde ces textes en général, on voit que autour, le texte, l'organe qu'on appelle le Conseil d'enseignement supérieur de la recherche scientifique est présidé par le président de la République. Et il doit se réunir chaque 5 ans. Parce qu'il donne les orientations générales
qui puisse avoir au niveau technologique, au niveau de développement économique, au niveau de développement de la recherche scientifique et technique. Alors, au cœur de ce développement-là, il y a tous les ministères qui sont agrégés autour de cette vision que définit l'homme politique, le leader politique. Depuis que Biya est au pouvoir, il n'a jamais présidé un seul conseil de l'enseignement supérieur, ni même délégué quelqu'un de présider. Ça ne s'est jamais tenu. Vous voulez qu'on organise, que le pays se porte comment? Nous donc, qui avons la responsabilité première d'insister sur cette vision de nos responsabilités, nous enseignants d'université, nous ne le faisons pas. Nous nous organisons pour faire grève seulement lorsque la prime a un retard. Vous voulez donc quoi? Vous savez que l'université, ce n'est pas seulement que vous produisez les diplômes. L'université, ce n'est pas seulement pour produire les doctorats, pour produire les masters, les licences, et ainsi de suite. Non, l'université, prioritairement, c'est pour créer les conditions de travail, d'emploi. Tout le cinéma qu'on fait au ministère de l'enseignement supérieur maintenant avec l'histoire de professionnalisation, ainsi de suite, employabilité des produits de l'enseignement supérieur. Ça ne peut pas marcher parce que en amont, il n'y a pas ce socle. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit insister lorsqu'on parle véritablement de vouloir promouvoir la recherche. On ne peut pas arriver à espérer promouvoir la recherche, promouvoir l'employabilité, si nos diplômes, les produits de nos étudiants, les produits de nos universités sont inaptes. Donc la priorité, mesdames et messieurs, si on veut vraiment être sérieux, si on veut quitter de ce statut d'universitaire alimentaire, c'est de faire pression pour qu'on réforme l'université. Parce que sans réforme de l'université, sans faire de l'université un pôle d'attractivité économique, un pôle de développement économique et technologique, si on n'arrive pas à faire pression pour qu'on assoie cette stratégie de transformer l'université comme des entreprises, on a trahi notre mission. On n'a pas à faire pression sur autre chose que sur cela. Vous savez, même s'il n'y avait pas la guerre au nord et au sud-ouest, même si le gouvernement ne pillait pas comme il pille maintenant, on ne peut pas avoir un développement si l'université n'est qu'une instance budgétivore qui mange, qui bouffe les crédits sans en produire une contrepartie. Il faut être honnête avec soi-même. Et c'est nous qui devons le faire. L'université doit produire et employer ses produits, ses étudiants, ses chercheurs. Et à ce niveau, il faut qu'on se dise les choses. Lorsque je regarde, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de brevet. C'est vrai, une responsabilité colossale de l'OAPI, des organisations, des instances qui gèrent le droit d'auteur et les brevets d'invention. Mais à notre niveau, au niveau des universités, il y a un manque de courage de la part des recteurs. Un manque radical du courage. Vous voyez, c'est une exception. Les gens comme Magloire Ondoa, bon, je ne connais pas cet individu, mais bon, je pense quand même que vous savez que je me méfie de tous ces gens-là. Mais j'ai vu des reportages à la télé qui montrent qu'il a pris sur lui de transformer le visage de l'université de Douala. On a beau jacasser, on a beau dire, nous avons vu des reportages où l'université ressemble déjà quand même à quelque chose. L'université ressemble déjà à quelque chose. C'est-à-dire qu'il a eu le courage de partir prendre des prêts en banque. Parce qu'il y a les textes qui existent. Vous voyez, le drame avec nous, c'est que les gens, tout le monde est rivé à la présidente de la République. Lorsque le président n'a pas encore parlé, mais le président va dire quoi? C'est vous les universités, c'est vous qui devez penser l'avenir. Mais les universités, les recteurs sont les premiers à se cantonner à ce qui est usuel, sans inventer, sans innover. Les recteurs sont
ils préfèrent miser donc sur les budgets, les subventions, que de faire des recherches sur des sources de revenus qui pourraient financer, des sources de financement qui pourraient arriver à compenser les retards de paiement des primes et autres et autres. Non, les enseignants d'université, vous devez avoir dans vos laboratoires des revenus. Mais nous, je vois une université, un Polytech, mais vous devez gagner les marchés. Il y a un encadrement juridique qui veut que Polytech, vous ne formez pas seulement des ingénieurs sur le papier. Vous formez les ingénieurs, ma foi, qui peuvent aller à la recherche des financements. Sorry. Oui, il y a des problèmes d'indépendance des services financiers qui dépendent du MINFI. Oui, on comprend qu'il faut voir des choses à ce niveau-là. Mais fondamentalement, la responsabilité est aux dirigeants des universités qui ne doivent pas privilégier seulement des budgets de fonctionnement au détriment des budgets d'investissement. Non. Et quand on voit le degré de décrépitude morale de nos leaders, de nos dirigeants dans les universités, des gens couvrent des collègues parce qu'il y a des affinités villageoises, des affinités ésotériques dans le même secte que moi, et ainsi de suite. Les gens vont 6 mois, 1 an à l'étranger, 1 an ailleurs, mais ils sont toujours, ils émargent dans le budget de l'État. Voilà la réalité de ce pays. Comment voulez-vous donc développer? Ça veut dire nous développer nous-mêmes. Comment voulons-nous nous prendre au sérieux? Lorsque la préférence est donnée à la complicité villageoise, à des complicités tribales, à des complicités ésotériques, au détriment du mérite. Et l'université qui doit être le modèle, qui doit être une vitrine sur laquelle la société doit se mirer, se transforme dans un Cavarnaum qui ne dit pas son nom. On ne peut donc pas se contenter d'orienter les budgets de fonctionnement et de privilégier les questions de paiement des prestations. Parce que là, on va avoir des petits subsides pour gruger le maximum de milliards et se faire la vie belle. Alors, c'est vrai, il y a aussi cette question de la sous-consommation des budgets. Mais tout le reste, ce qui pose problème, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est que nous ne réussissons pas à nous imposer. Nous sommes restés immatures dans nos revendications. Oui, avant, le syndicat était une affaire respectée parce que il fallait on est arrivé à tous ces développements, même à cette prime-là, parce que les gens sont sacrifiés. Mais tous ceux qui sont nommés maintenant, je ne sais pas encore, ma soeur de cœur, ce qu'elle va faire, la nouvelle secrétaire générale, on passait le temps à rechercher des postes. Le dernier qui était là, et même celui qui était avant, top et au reste, ils instrumentalisaient les gens comme nous pour parler des revendications, parler de la mutualisation des syndicats pour faire bloc. On parlait de la réforme de l'université, mais en réalité, ils recherchaient, eux, les secrétaires généraux, à avoir leur position. C'est pourquoi ils ont été nommés dans il y a une direction au ministère de l'enseignement supérieur qu'on appelle la direction de la réconciliation, je sais pas quoi. Ils ont mis une délégation là. Est-ce que vous pouvez me donner le nom là? Ça va peut-être m'aider. La direction du dialogue universitaire, je ne sais pas quoi. Donc, où les gens sont captés, les gens sont utilisés, les gens sont cooptés pour trahir et au final, pour avoir cette nomination en tant que directeur. J'espère que celle qui a été nommée, le professeur Hogan, va éviter ce piège. Mais elle ne peut pas éviter ce piège si elle ne met pas en priorité, et je le dis souvent, la question de la réforme de l'université. On ne peut pas produire et on ne peut pas espérer avoir une aisance dans la recherche alors que nous ne pouvons pas produire quelque chose. Nous ne produisons pas les brevets. Presque très peu, les brevets même que nous retrouvons, c'est les gens qui sont hors de l'université.
Or, c'est l'université qui devait être le cœur du développement d'un pays comme celui-ci. Donc, par rapport à cette question, on va aborder les autres questions de la vie nationale. J'invite les autorités universitaires, j'invite les autorités ministérielles, j'invite le ministre de l'Enseignement supérieur. Je sais que tout ne dépend pas de lui. Je ne dirais pas de faire pression au niveau du pouvoir, mais de s'assurer que dans les brefs délais, que le Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique soit convoqué pour que cette réforme, qu'on aborde la question fondamentale de la réforme de l'université. Parce que sinon, on va continuer à utiliser l'université comme un tremplin pour sécuriser le pouvoir, pour manipuler l'opinion. Parce qu'on aura compris que les universitaires sont des gens qui sont incapables de s'organiser, incapables de faire pression, incapables de s'entendre et de prendre le leadership dans le milieu de l'éducation et de l'enseignement pour pouvoir booster aussi bien la technologie, aussi bien l'évolution dans la gouvernance nationale. Voilà la priorité. La priorité, ce n'est pas que donner-nous la plume. Quand on a 2 semaines de retard, non, madame Lassé, monsieur le Minesup, non, il faut qu'on arrête on devient des enfants. Je comprends que pour certains, ils doivent faire les cotisations, ils doivent aller au DI, au village, et ainsi de suite. Mais non, ce n'est pas la priorité. Et je comprends pourquoi vous avez pris tous les postes. Vous voyez, c'est ça donc aussi le problème. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas prétendre parler au nom de l'ensemble de la corporation et se retrouver en famille, je dis bien en famille, un groupuscule de gens qui prétendent parler de la gouvernance, parler de l'équité, parler des droits, parler des libertés, parler de la morale, des valeurs, alors eux-mêmes sont incapables de s'autodiscipliner. Vous voyez ce qui se passe au SNES. Je viens de parler du SNES que je connais très bien. Tous les postes importants sont occupés par les ressortissants, les profs de ressortissants de la région de l'Ouest. Et ça devient donc, la revendication prend donc les réverbérations ethniques, tribales, et ça ne s'impose plus comme une exigence supérieure qui concerne l'ensemble du corps. Il faut donc d'abord, avant de dénoncer la gouvernance des autres pouvoirs, prêcher par l'exemple. Vous ne pouvez pas avoir le secrétaire général, tous les commissaires, tout le monde, les gens de l'Ouest, et vous voulez prétendre parler au nom de tout le monde, prétendre défendre les valeurs. Ça pose un problème. Tous les prétextes que vous allez trouver après ne justifient pas cela. Vous êtes disqualifiés pour parler au nom de tous. Donc, c'est donc toutes ces choses-là qui font que nous-mêmes, notre voix ne porte plus. Si on veut vraiment, véritablement que les choses changent, qu'on se change d'abord nous-mêmes. Que les gens se soucient aussi des étudiants. Les étudiants que nous formons, on les forme pour qu'ils entrent au chômage. Parce que les curricula ne sont pas à même, en l'état, de permettre l'employabilité de ces gens-là, de ces étudiants-là, de ces enfants. Et on ne revendique pas la mutation, les grandes mutations au cœur de notre mission de développement en révolutionnant les curricula, mais on veut d'abord et surtout et exclusivement revendiquer nos primes, qui sont déjà même infiniment supérieures à ce qui pourrait être attendu, à ce que reçoivent nos collègues du secondaire ou bien du primaire ou de la maternelle. Là, c'est une autre histoire. Parce que dans ce pays,
il y a une inégalité terrible et terrifiante, des disparités terribles et terrifiantes au niveau des salaires, au niveau de la gestion des profils de carrière. Donc, je fais cette vidéo pour dire à mes collègues que la priorité ne doit pas être ces jérémiades enfantines tous les jours. Mais apprenez à avoir un peu faim. Mais vous croyez que les gens qui souffrent là, ils n'ont pas faim? Vous allez me dire que non, c'est votre droit. Oui, c'est votre droit. Mais si on doit seulement privilégier vos droits, alors que les devoirs qui sont les nôtres ne sont pas assumés convenablement, nous devons former les gens qui puissent être utiles à la société. Or, là, nous formons des étudiants qui sont destinés au chômage, au banditisme. La priorité pour nous, donc, ce n'est pas de réclamer, de réquisitionner les services du syndicat pour défendre seulement nos primes, mais orienter notre réquisitoire sur la réforme de l'université. Parce que cette réforme de l'université va faire trois choses. Un, elle va nous donner le moyen de nous justifier comme ceux qui portent le message du changement et de la modernisation de l'État. Deux, ils vont être utiles à nos étudiants qui pourront avoir du bénéfice dans la réforme engagée. Trois, ils vont permettre donc à nos universités d'être vraiment des vrais vecteurs de changement dans la société et d'épanouissement et de progrès de développement du pays. Voilà les priorités que nous devons imposer. Moi, personnellement, je n'ai pas encore reçu ma prime. Mais je dois faire d'autres petits travaux. Je vais au bureau. Je fais mes recherches au bureau. Je reviens, j'écris mes livres. Je ne peux pas enseigner, certes. Mais je continue de faire ce que je fais là même, c'est l'appui au développement. Parce que chaque jour, à travers la conscientisation du peuple, c'est aussi l'appui au développement. Je reviens, je dois m'occuper des activités para-académiques, si vous me permettre cette expression, pour pouvoir survivre à la dureté du temps, en attendant que ces gens qui gouvernent ce pays puissent dessiner le vide et nous laisser notre pays finalement pour qu'on puisse le changer. C'est en ce sens qu'effectivement que d'ailleurs je dois vous amener à faire cette petite visite pour voir que, pour vous amener vous aussi, excusez, hein, j'ai un peu mal au dos, je marche un peu bizarrement parce que je travaille beaucoup. Donc, je vous invite à faire aussi des efforts pour transformer votre quotidien. Il faut travailler. Ouais, il faut travailler. Il faut envisager d'autres choses. Ceux qui peuvent avoir des facilités pour faire des recherches, faire des déplacements, ils doivent le faire. Mais ceux qui ne peuvent pas, ils doivent faire des champs. L'enseignant, c'est un exemple. L'enseignant n'est pas là pour jouer la belle vie, pour attendre d'aller au bureau. Non, un enseignant, c'est un sacerdoce. Si vous êtes donc enseignant et vous croyez que vous devez seulement être comme, je ne sais pas qui, comme Famille Dongo, comme Magloire Ndoa, ou bien je ne sais pas qui, ministre, recteur, je ne sais pas pourquoi. Si vous n'avez que cette ambition-là, si vous n'avez que l'ambition d'être assis dans un bureau, vous n'allez pas vous en sortir. Je vous fais voir à peu près comment moi je fonctionne. Et ça permet au moins que vous sachiez qu'il y a autre chose que les bureaux. Ouais, je vais quand même vous présenter ma petite ferme. J'espère que vous voyez quand même ici. J'ai mes petits porcelets là. Bon, ça c'est pour une dame. Vous savez aussi, c'est ça, hein, j'ai fait des partenariats avec certaines personnes. Je fais un partenariat, ils me donnent un peu d'aliments et en compensation, j'ai nourri aussi les bêtes pour la personne. Donc vous avez donc vu là ma petite porcherie. Et ma porcherie jouxte ma chambre, hein, parce que vous savez, quand c'est encore difficile, on doit se battre avec. Vous allez, voilà, aussi. Voilà, c'est à ce genre de choses là que nous avons décidé de nous consacrer
voyez. Et moi-même, je lave ma porcherie. Je dois sentir le poids de la vie. Vous voyez. De temps en temps, je fais aussi des petits poulets. On appelle les brahmas. Vous voyez. C'est quelques-uns seulement. Hein. Vous voyez là, ma truie là. Bon, elle appartient à quelqu'un d'autre qui me... C'est toujours la dame qui ma partenaire de business. Voilà à peu près à quoi je me consacre. Je vais quand même vous faire voir aussi, je vais entrer à la maison, où vous allez voir comment je m'organise. Voilà. Je suis derrière chez moi là. Vous voyez, je suis... il y a les petits poussins là. Bon, bien évidemment, ici c'est le magasin. L'aliment est déjà presque fini, il reste seulement pour 3-4 jours. Voilà. Je vous montre tout ceci. Bon, vous voyez que c'est juste le mur mitoyen et la porcherie. Bon, vous voyez, tout ça c'est pour vous dire que l'enseignant doit sortir du cocon de l'administrateur colonial où on veut le maintenir, où le néocolonialisme en vigueur qui gouverne ce pays veut le maintenir. Cela dit quoi? Cela dit que nous devons être des gens qui incitent les autres au travail et non des gens qui sont là pour commander aux autres. Si nous ne nous soucions pas de nos étudiants, de ce qu'ils deviennent nous-mêmes, si nous nous contentons seulement de nos primes, de ce que nous avons comme avantage à travers notre statut d'enseignant, on ne peut pas s'en sortir. Excusez-moi d'abord. Bon, alors, je crois que je vais maintenant aborder les questions d'actualité nationale. Je disais donc à mes collègues d'être patients. La prime, ce n'est pas une priorité absolue. Qu'on se retrouve et qu'on débatte de la question fondamentale de la réforme de l'université. La question de l'université, elle est fondamentale pour moi. Moi, j'ai accepté me sacrifier parce que je défendais des gens à qui on devait retirer le doctorat. Je ne regrette pas cela. Si c'était à refaire, je vais le refaire. J'attends que le management change à l'université pour véritablement continuer ma recherche. Mais en même temps, je dois m'occuper. Même quand j'étais enseignant, quand j'enseignais, je m'occupais à autre chose. Toujours. Parce que la vie n'est pas seulement le bureau. La vie aussi, c'est travailler à montrer à ses enfants qu'on peut faire autre chose. Donc, par rapport à l'actualité nationale et internationale, l'actualité nationale d'abord, je voudrais il y a beaucoup de choses qui se passent là maintenant. Au départ, je vous ai parlé de Bruno Bidjan, de son arrestation. Je trouve que ce n'est pas normal. Il est du dialogue, c'est vrai. On va dire que bon, ses pères veulent lui donner une leçon. Mais en tant que citoyen, c'est un abus que nous ne pouvons pas accepter. Et je l'ai dit aux gens de la présidence, je l'ai dit aux gens qui dirigent le tribunal militaire, on ne peut pas se permettre de faire certaines choses. Je leur ai dit en face, on ne peut pas se permettre de faire certaines choses dans ce pays, de continuer de faire certaines choses, de sacrifier la jeunesse en espérant que ces vieux qui gouvernent, on veut leur faire plaisir. Il y a beaucoup de polémiques actuellement sur la toile avec Marlène